abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Les syndromes coronaires représentent la complication aiguë et grave de cette pathologie coronarienne. Elle est fréquente, elle est mortelle, parce qu'en Europe, par exemple, c'est un homme sur 6 et une femme sur 7 qui décède suite à un infarctus du myocarde. Cette mortalité, elle est augmentée et dépend de, premièrement, bien sûr, c'est la sévérité de l'atteinte coronaire. Deuxièmement, c'est les délais de prise en charge et des traitements, ainsi que la comorbidité. Elle est améliorée par, surtout, l'utilisation des thérapeutiques de reperfusion, le traitement par angioplastie et de nouveaux traitements modernes, notamment les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants. C'est quoi cette pathologie coronarienne ou bien ces syndromes coronaires? La maladie coronaire, c'est tout simplement toute manifestation clinique secondaire à une ischémie myocardique brutale. Les syndromes coronaires, bien sûr, représentent la complication aiguë et grave fréquente de la localisation coronaire de l'artériosclérose dans la plupart des cas, parce qu'il y a d'autres étiologies des syndromes coronaires. Les manifestations cliniques qui peuvent présenter le tableau d'un syndrome coronaire, classiquement, c'est les douleurs thoraciques, soit c'est des douleurs de repos qui sont prolongées, soit c'est un angor de nouveau d'emblée sévère, soit c'est un angor crescendo, mais la plupart du temps, il y a d'autres manifestations chez qui on ne pense pas, telles que l'insuffisance cardiaque, la mort subite, les arythmies ventriculaires, ou bien les autres équivalents angинeux. Alors, c'est quoi la réflexion devant un syndrome coronaire? Alors, au début, c'est un patient qui vient avec une symptomatologie thoracique, c'est-à-dire qu'il se présente. Là, on a besoin d'émettre une hypothèse diagnostique. Cette hypothèse, c'est quoi? On dit que ces symptômes sont probablement secondaires, ou bien ils représentent un syndrome coronaire. Et juste après ça, on va faire une étape électrique, l'ECG qui doit être réalisé dans les plus brefs délais et interprété. Dans les recommandations, c'est 10 minutes. Quand on fait un ECG, on est devant deux situations. Soit on a un sous-décalage persistant, là c'est l'infarctus, soit on n'en a pas de sous-décalage, là c'est l'infarctus sans sous-décalage, ou bien l'édème rudimentaire, ou bien l'édème sans onde-Q. Devant cette situation, on va céder des troponines pour dire est-ce que c'est un édème sans onde-Q ou bien c'est un angor instable. Pour la physiopathologie, tout simplement, tout commence avec une plaque d'athérosclérose. Alors cette plaque d'athérosclérose, jusqu'à là, elle est stable, elle peut se déstabiliser, se fissurer, s'éroder ou bien se rompre et former un thrombus intraluminal. Ce thrombus peut augmenter et devenir occlusif. C'est ce qui définit l'infarctus proprement dit. Ou bien, il peut ne pas être occlusif, il va juste réduire la lumière avec des micro-emboles distales, ce qui va définir l'infarctus sans sus-décalage. Alors vous voyez, là c'est un thrombus occlusif, on a un sus-décalage, là c'est un thrombus qui n'est pas occlusif, on peut avoir tous les aspects de modification de la repolarisation, sauf le sus-décalage du segment ST. Alors la prise en charge initiale, il y a deux questions. Ces symptômes, est-ce qu'ils sont secondaires à un syndrome coronaire? Si ces symptômes sont secondaires à ce syndrome coronaire, quel est le pronostic immédiat du patient? Pourquoi ces deux questions? Parce qu'il va y avoir deux implications, notamment thérapeutiques et économiques. Où est-ce qu'on va prendre en charge le patient? Quelle thérapeutique instaurer? Une ATL est-elle nécessaire précocement ou pas? Alors pour la première question, c'est un patient qu'on doit prendre en urgence, notamment dans une salle de déchocage avec le matériel adéquat et une équipe qui est entraînée. Puis par la suite, le patient sera mis dans un centre, dans une unité de soins intensifs de cardiologie. Puis le malade sera transféré après 24-48 heures stabilisation en hospitalisation dans le service de cardiologie. Alors comment prendre en charge le patient? On a un syndrome coronaire, on doit le mettre en condition. C'est un malade qui doit être mis au repos, il doit être monitoré. On va lutter contre les facteurs qui vont aggraver cette ischémie, notamment la douleur, la dyspnée et l'anxiété, et surtout la thérapeutique de reperfusion qu'on va adapter selon le type de syndrome coronaire aigu.
Dans les syndromes coronaires aigus, il y a deux types. Il y a le syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST et le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST. Le syndrome coronaire avec sus-décalage ou bien l'infarctus classique qu'on connaît, c'est un diagnostic clinique électrique. Il ne requiert aucune confirmation biologique. C'est-à-dire c'est un malade qui vient avec des symptômes et un sus-décalage significatif et persistant du segment ST ou bien un BBG qui est présumé récent. Le traitement optimal doit se baser sur un système d'urgence qui va permettre de reconnaître rapidement l'infarctus. Il va raccourcir les délais, soit les délais diagnostiques ou bien les délais thérapeutiques, et coordonner entre les ressources locales afin d'optimiser la prise en charge, parce que tout se passe selon le temps. Bien sûr, il y aura une mise en condition, il y aura une prise en charge, il y aura le traitement adjuvant, les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants, mais surtout, il y aura ce traitement de reperfusion qui doit être mis le plus rapidement possible. Cette reperfusion, elle est soit médicamenteuse, qui est la fibrinolyse, soit non médicamenteuse, c'est l'angioplastie, c'est la reperfusion mécanique. Elle est éligible chez tout patient symptomatique avant 12 heures. Elle doit être considérée s'il y a persistance de ces symptômes, même après 2 heures, jusqu'à la 24e heure. Mais l'angioplastie, elle est toujours valable jusqu'à la 24e heure, même en absence de symptômes. Après 24 heures, il n'y a aucun bénéfice à ouvrir une artère qui est fermée. Actuellement, il est impossible de dire si une approche reperfusionnelle particulière est supérieure pour tous les patients, dans toutes les situations cliniques et à tout moment de la journée. Il semble que la combinaison de l'approche thérapeutique avec les délais semble plus important que le choix de la thérapeutique elle-même. Plus tôt est mise en œuvre cette thérapeutique, plus efficace est le traitement. Alors comment est-ce qu'on va raisonner quand on a un syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST? Les recommandations, ça c'est une planche prise des recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie. Alors on a la première situation, si on a une salle d'angioplastie à côté, il faut faire une angioplastie de préférence dans les 60 minutes. Si on n'en a pas de centre d'angioplastie, on doit voir est-ce qu'il y a un centre qui fait une angioplastie dans les alentours. Si c'est possible dans les 120 minutes, on doit envoyer le patient pour une angioplastie primaire, de préférence dans les 60 minutes. Si on n'a pas de salle de cathé, ou bien on ne peut pas transférer le patient, on doit faire une fibrinolyse dans les délais, les meilleurs délais c'est les 30 minutes. Mais dans tous les cas, c'est un malade qu'on doit transférer dans une salle de cathétérisme cardiaque, parce que pourquoi? On va évaluer cette fibrinolyse. Si elle n'est pas efficace, on doit faire une angioplastie de sauvetage. Si elle est efficace, on doit faire une coronarographie dans les 24 heures. C'est-à-dire que dans tous les cas, la salle de cathétérisme, elle est obligatoire dans la prise en charge d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST. Alors cette thrombolyse, en résumé, généralement elle est indiquée quand le patient se présente précocement, ou bien il y a à la mise en place de l'angioplastie, il y a une contre-indication à l'angioplastie, ou bien il y a un problème à la mise en œuvre des méthodes invasives. Le traitement adjuvant, bien sûr, doit comporter les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants. Dans les meilleures présentations, c'est-à-dire si on a une salle de cathé et une thrombolyse, si on va comparer entre fibrinolyse et thrombolyse, l'angioplastie elle est meilleure que la thrombolyse parce qu'il y a une restauration effective du flux coronaire. Il y a moins de réclusion et nécessité à la revascularisation. Il y a une amélioration de la fonction myocardique résiduelle et des meilleurs résultats cliniques sur le long terme. Les autres traitements au cours de l'hospitalisation, bien sûr, c'est les traitements classiques pour un infarctus, le traitement par bêta-bloquant, le traitement par les IEC et les ARA2. Mais les syndromes coronaires avec sans sus-décalage du segment ST, la réflexion elle est différente. Parce que les événements, ils ne sont pas encore déroulés, et ils vont se dérouler. C'est quoi ce patient? C'est un patient qui fait une symptomatologie compatible avec un syndrome coronaire. Il y a des modifications électriques de la repolarisation, mais surtout, il n'y a pas de sus-décalage persistant. Il peut y avoir un sus-décalage, mais qui est transitoire. Ces patients, c'est des patients qui sont à haut risque d'événements coronariens majeurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait d'infarctus authentique, mais ils sont à risque de faire un vrai infarctus. Pourquoi cette stratégie d'évaluation du risque? Parce que si on voit ce profil, il y a beaucoup de patients, la plupart des patients se présentent avec ce profil.
c'est une population hétérogène pour avoir une conduite identique, comme dans le cas de l'infarctus avec sus-décalage. Et surtout, c'est des patients où il y aura un regroupement rapide des événements juste après le début du symptôme. Pour le diagnostic, les ondes de l'ESC, ils ont proposé cette démarche diagnostique. Alors, quand il y a un patient qui vient et vous suspectez un syndrome coronaire sans sus-décalage du sigmoïde, vous faites les troponines ultrasensibles. Les troponines, pour rappel, c'est les biomarqueurs de nécrose myocardique. Mais ce sont des biomarqueurs qui ne sont pas spécifiques de syndrome coronaire. Alors on fait un dosage des troponines ultrasensibles. Si elles sont inférieures à la limite supérieure de la normale, là, c'est la douleur. Elle est supérieure à 6 heures. On va, s'il n'y a plus de douleur, le score Grace, il est inférieur à 140, le diagnostic différentiel exclu, on peut autoriser la sortie du patient. Par contre, si la douleur elle date de moins de 6 heures, il faut refaire ces troponines dans les 3 heures. Dans les 3 heures, s'il n'y a pas de cinétique, c'est-à-dire il n'y a pas de variation de taux de troponine, là, on va rejoindre, si le score de Grace est faible, on peut libérer le patient ou bien proposer un test d'ischémie non invasif. Mais par contre, s'il y a une cinétique des troponines, là, on doit partir vers une stratégie invasive, c'est-à-dire qu'il faut envoyer le malade dans une salle de cathé. Est-ce que c'est précocement? Est-ce que c'est après? On va voir juste après. Si le taux de troponine est supérieur à la limite supérieure de la normale, si c'est un taux qui est vraiment trop élevé, là, on doit partir directement en salle de cathé. Mais si le taux est faiblement élevé, on doit refaire un taux de troponine dans les 3 heures. On va rejoindre la même, c'est-à-dire s'il y a cinétique, c'est stratégie invasive. S'il n'y a pas de cinétique, c'est voir un diagnostic différentiel pour l'élévation de ces troponines. Alors la stratification du risque, elle dépend d'éléments cliniques, électriques et biologiques. Ce risque, c'est quoi? C'est le risque d'évoluer vers un événement coronarien majeur, notamment un infarctus authentique ou bien un décès cardiovasculaire. Il y a 4 niveaux de risque. Il y a un risque très haut, un risque haut, un risque intermédiaire et un risque faible. Cette stratification du risque, elle va permettre de planifier ou bien d'adapter la stratégie thérapeutique. Alors pour les risques, il y a plusieurs scores. Le plus utilisé, c'est surtout le score de Grace. Il y a 3 niveaux d'évaluation. C'est soit une évaluation clinique, puis on va stratifier le risque, puis on va voir est-ce qu'on va partir vers la cour ou pas. L'évaluation, ça va se faire sur des critères cliniques, sur des critères électriques. Alors, soit on a un infarctus avec sus-décalage, c'est la reperfusion, soit on n'a pas de cardiopathie ischémique, soit on suspecte un syndrome coronaire. Si c'est un malade à très haut risque, c'est une stratégie invasive urgente dans les 120 minutes, dans les 2 heures. On va stratifier le risque si c'est un malade à risque élevé. C'est une stratégie invasive précoce, c'est-à-dire dans les 24 heures. Si c'est un malade à risque intermédiaire, c'est invasif dans les 72 heures. Si c'est un malade à bas risque, c'est une stratégie invasive élective, ou bien on ne propose même pas pour une coronarographie. En conclusion, tout tourne autour d'un patient qui a une maladie coronaire. C'est une approche multidisciplinaire parce qu'il faut un cardiologue clinicien, urgentiste, il faut un cardiologue interventionnel, et il faut également un chirurgien cardiaque. Alors toute cette équipe doit, pour avoir une meilleure prise en charge de ces patients, il faut un personnel médical et paramédical bien formé. Il faut des structures et des infrastructures adéquates, notamment une salle de cathé qui est incontournable. Mais surtout, il faut organiser tout ça dans un réseau de prise en charge qui va avoir des protocoles et des évaluations continues.